Les têtes de Sion, finale du grand tournoi printemps 2020, c'est parti! Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des Têtes de Sion, émission spéciale, émission de gala, puisque c'est la finale du tournoi de printemps 2020 Aviv 5780. Et je vais commencer par remercier la production générale de Studio Kalita pour avoir programmé cette finale le jour de Yom Yerushalayim. Et donc on va aussi en parler. Je me suis permis aussi de mettre des choses qui peut-être rappellent, je sais pas, le 5, le Magen David, voilà. On a aussi mis sur le micro une petite Magen David. En tout cas aujourd'hui c'est Yom Yerushalayim et c'est donc ce jour qu'on a choisi pour vous proposer la finale. Vous avez été des milliers à voir les différents duels qu'on vous a proposés. Et donc on est donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette finale. Voilà, je vais enlever les lunettes. Comme ça, moi aussi, je verrai plus clair. Et donc, on va commencer tout de suite par présenter les deux candidats qui sont arrivés en finale. Avec d'abord, à ma gauche ou à ma droite ou en bas ou en haut, je sais pas, vous le verrez quand l'émission sera montée. Mon ami, le grand rabbin Eli Kling est avec nous. Salut Eli. Salut Eli, voilà, exactement. Et vous avez reconnu d'ailleurs à côté de lui, voilà, son adversaire du jour, un adversaire ma foi redoutable. C'est nul autre que mon ami Michael Blum. Salut Michael. Salut Kiki, salut Eli. Voilà, salut. Alors on va rappeler le parcours des deux candidats. Donc Michael Blum a battu au premier tour Mika Khalifa 4-1. Il a battu après David Berda 3-2. Et il s'est retrouvé en finale de ce tournoi par avoir battu Sabrina Moïse 3,5 points à 1,5. Ça c'est pour Michael Blum. Alors que dans le bas du tableau, que je demande en régie d'envoyer quand vous voulez, dans le bas du tableau, on voit que le grand rabbin Eli Kling a battu au premier tour mon ami Stéphane Ankawa, le patron du Lions Football Club. Il a prédisposé d'un des chefs des ZEI, M. Fred Charbit. Et en demi-finale, il a éliminé mon ami Yoel Haïk, voilà, sur le score de 2,5. Il y a eu des prolongations dans ce match. Et donc, on se retrouve aujourd'hui donc, pour la grande finale des Têtes de Sion. Et donc, c'est quoi le prix? Alors, vous allez me demander, alors... Eh ben, il y a une coupe, voilà, vous la voyez, vous allez la voir à l'écran, la coupe des Têtes de... La coupe des Têtes de Sion, tout à fait, vous la verrez plus tard, voilà, on va vous la montrer, voilà, elle arrive. La coupe des Têtes de Sion de ce tournoi qui sera remise aux gagnants. Voilà, donc il y a quelque chose à gagner, donc attention, c'est pas rien. Voilà, on vous a présenté un peu tout, on a mis un peu le décor, voilà. Je me retrouve bien sûr moi en studio aujourd'hui et les candidats, comme vous le constatez, on les retrouve en Zoom, puisque même si on sort du confinement, on est encore dans l'histoire du Corona, c'est pas tout à fait terminé. Donc les règles du studio imposent justement, j'ai envie de dire, pas plus de 2 personnes. Donc on s'est dit que moi, je viendrai en studio vous présenter cette émission et qu'on accueillerait les protagonistes de cette finale par Zoom. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Très bien. Mon ami Eli, une petite déclaration avant qu'on lance les hostilités. Moi, je dis qu'il faut dire que je vais pas tomber dans un populisme primaire. Oui. Mais bon, vas-y, ne te gêne pas. Hein. J'aurais quand même rappelé que mon adversaire travaille pour l'agence France Presse. Oui, ah oui. Et ça me permettra d'avoir un nombre assez important, je pense, de soutien. D'accord, d'accord, je comprends. Et qu'est-ce qu'il a à répondre, journaliste? Je répondrai par la victoire, sans plus de commentaires. Il est très concentré, Eli, et quand il est tout rouge comme ça, c'est qui va faire mal. C'est moi qui te le dis, oui, tout à fait. On va aussi, juste Michael, je voudrais juste te rappeler que tu as juste en 2 mots, si tu peux nous dire le projet, tu as une bibliothèque. Oui, au centre Atid Israël à Jérusalem, ouais. Qui a fait beaucoup d'activités ces dernières semaines uniquement par Zoom et qui va reprendre, et notamment l'ouverture de la bibliothèque que j'ai l'honneur de diriger, que j'ai fondée il y a quelques mois, au fil d'Ariane, une bibliothèque
qui va bientôt reprendre ses activités, c'est-à-dire qu'on va pouvoir de nouveau venir emprunter des livres chez nous, et on a plus de 3000 livres en français à Jérusalem. Eh ben c'est parfait, très bien, donc on sait tout ça, on dirait un mot, peut-être on prendra des nouvelles de Chemda Tadarom après avec Eli un peu plus tard. En tout cas, cette émission va se jouer en 7 points, 7 questions, donc le premier qui a 4, eh ben c'est celui-là qui a gagné, c'est aussi simple que ça. Et c'est parti pour la première question, allez shoot. Alors la première question est la suivante, messieurs, écoutez-moi bien. Dans un article paru dans Ynet le 19 avril 2020, de qui parle le journaliste Yoav Zeitoun quand il écrit « Ce sont les derniers à avoir été mis au courant de la pandémie du corona ». Alors de qui il parle? Les Haredim. Alors c'est pas les Haridim, non. D'Israéliens? Si, c'est des Israéliens, ouais. Et une catégorie spécifique d'Israéliens. Ouais, on peut dire ça comme ça, c'est une catégorie, une catégorie, oui, mais c'est des Israéliens, oui. Alors lesquels? La raison pour laquelle ils n'ont pas été mis au courant, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens technologiques pour savoir? Non, c'est pas la raison. Il s'agit des médecins, c'était ironique. Non, c'est pas dans le monde de la médecine. Pas ironique, c'est tout à fait vrai. Hein. Dans le monde du spectacle? Non, monsieur. Des personnes, des aveugles. Non, c'est pas des aveugles. Des sourds-muets. Non plus. Des handicapés? Non plus. On n'est pas du tout dans le monde ni de la médecine, ni du handicap, ni pas du tout. C'est des personnes âgées peut-être? Non, c'est pas des personnes âgées, Dafka, c'est des jeunes. Des jeunes Olim Khadashim? Non, pas des Olim, c'est des jeunes quoi? Les immigrés clandestins. Pas des immigrés clandestins, non. Ah, des immigrés, des Olim, mais Eli l'a déjà dit. Alors on est dans quel domaine, à votre avis? Des gens qui viennent en Israël, mais qui n'habitent pas ici régulièrement. Ils viennent pour un truc très précis. Non, pas du tout. Ce sont des gens qui habitent en Israël. Mais alors, dans quel domaine on est? Des pilotes d'avion. Alors, des pilotes d'avion, non, mais on va se rapprocher effectivement de ce que je cherche. Des marins. C'est des marins. Quelle sorte de marins? Les soldats de la marine. De la marine militaire. Non. Attention, ça se rapproche. Les pêcheurs. Non. En longue mer. Les gens qui importent sur des bateaux des produits venant de l'étranger. On est dans la marine militaire, mais quelle branche? La Chayetet. La Chayetet. Toi, tu demandes à la Chayetet et toi, tu me dis non, c'est pas eux. On se rapproche, on n'est pas très loin. C'est des gens qui... Les plongeurs, quoi. C'est pas des plongeurs. Non, c'est pas des plongeurs. Ceux qui sont dans les sous-marins, les sous-marins. Dans les sous-marins. Bonne réponse de Michael Blum, exactement. Ah, tu l'as dit aussi, Eli? En même temps. Vous l'avez dit en même temps? Je sais pas, moi j'ai pas. Exactement. Ouais, vous l'avez dit Mamache en même temps. Eh ben, ça va faire un partout. Alors on va noter, hein, d'accord. S'il y a pas de, parce que moi j'ai pas entendu. J'ai plus entendu Michael sur cette question, sur la réponse. Mais si vous l'avez dit en même temps, donc il y a pas de problème. Ça fait. On va noter un partout. On verra pour la fin comment on fera. Alors, ou alors un demi-point chacun. Hein. Les Israéliens qui ont été mis au courant, les derniers de la crise du Corona, sont ceux qui sont revenus des profondeurs de la mer. Les sous-mariniers de Chel Hayam, l'armée de mer de Tzahal, ont vu le soleil pour la première fois qu'au cours de ces derniers jours. Tu peux envoyer les différentes images en régie. Après avoir été en mission dans les sous-marins pendant près de 2 mois, sans téléphone mobile laissé au port militaire et sans aucun contact physique avec le monde extérieur, ils ont été informés de l'épidémie qui fait rage sur Terre qu'au dernier moment, et ce qu'après avoir été confinés plusieurs jours supplémentaires dans les sous-marins déjà arrivés au port. Le choc à leur sortie fut immense quant au changement qu'avait subi le pays ces dernières semaines. Voilà, vous avez pu voir dans les images, je vous ai montré l'insigne de Tzahal, je vous ai montré aussi Bibi dans le sous-marin en 2009, et puisqu'on était... on a fait un gouvernement, donc je vous ai montré aussi son pote Gantz, qui était Ramatkal en 2011, que vous avez pu aussi apercevoir. Voilà, donc ça fait un demi-point chacun. Tout le monde est d'accord sur ça? Oui. Eli, ouais, il n'y a pas de problème. Alors voilà, alors c'est noté. Un demi. On passe à la question numéro 2. Allez, fais péter. Alors, question numéro 2, attention, elle est la suivante. Je vais demander en régie à mon ami Tsouriel, qui est aujourd'hui assisté de mon ami Jonathan, qui réalise avec lui pour la première fois cette émission. Je lui souhaite Baruch Haba à mon ami Jonathan, d'envoyer cette image. Vous avez cette image à l'écran, vous la voyez les deux? Oui. C'est parfait. Alors, la question est très simple. Qui est la personne à côté de Ben Gurion sur cette photo prise en 1960? Alors, c'est qui? Shlomo Hillel. J'entends pas, Eli. Shlomo Hillel. Non, c'est pas Shlomo Hillel. C'est un Israélien? C'est pas un Israélien. C'est un ambassadeur?
C'est un ambassadeur. C'est pas un ambassadeur, non. Non, Un acteur. Non plus. Et c'est un Américain. C'est pas un Américain, mais c'est ça qu'il faut chercher. Si on peut me remettre en régie l'image où je les vois les deux, je veux bien. Hein? Amérique du Sud. Tu peux enlever cette image en régie et remettre l'autre, c'est pas grave. Amérique du Sud. Non, c'est pas l'Amérique du Sud. L'Europe. Non, pas l'Europe. C'est un homme politique? Oui, c'est un homme politique. De Russie, de pays de l'Est. C'est pas les pays de l'Est. Un Italien? C'est pas un Italien. Non. Non. Et c'est un Français ou pas? On a pas Non, français. Non, il n'est pas français. On peut vous chercher. Vous n'avez pas trouvé le continent encore, donc on sait. Ah. L'Australie. Non. L'Océanie. C'est pas l'Afrique. Non. Et donc il reste quoi? Il reste l'Afrique ou l'Océanie ou l'Asie. L'Asie, le Canada, ouais. Alors, c'est en Asie. Mais donc, c'est quel pays? C'est un Iranien. C'est pas un Iranien. Donc, c'est un homme politique. Il faut me trouver. Je vais pas vous demander son nom. Hein. Il faut me trouver son titre et d'où il vient. C'est un pays arabe? Non, monsieur. C'est un pays de l'Asie du Sud-Ouest, Vietnam, Cambodge. Ça a pas l'air. C'est plus au nord. Au nord? Ouais. Au nord, Japon? Ça commence à brûler. Non. Japon? Non. Hong Kong? Non, il y a pas mal d'Israéliens qui vont là-bas en trek. Au Népal. C'est l'ambassadeur du Népal. C'est pas l'ambassadeur, c'est donc C'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre du Népal. Bonne réponse de Michael Blum qui là marque un point entier. Tout à fait. Les relations Israël-Népal établies le 1er juin 1960 font du Népal un des premiers pays asiatiques à avoir des relations diplomatiques avec Israël. Bishweshar Prasad Koirala, Premier ministre du Népal de 1959 à 1960, avait une politique étrangère fortement pro-israélienne, imaginez-vous. Divers chefs d'État, dont le roi, le chef du gouvernement et des ministres, se sont rendus en Israël et ont poursuivi sa politique étrangère. À l'exception d'une brève période de 9 mois de gouvernement maoïste au Népal, tous les autres gouvernements népalais en général ont eu une politique étrangère fortement pro-israélienne. Cependant, le Népal ne fait pas partie des nations qui se sont abstenues d'accorder à la Palestine un statut d'observateur auprès de l'ONU. Contrairement à des nations telles que les États-Unis, l'Australie, le Canada, Israël, les îles Marshall, la Micronésie, les Palaos ou les Panama, la République tchèque ou le Nauru. En tout cas, vous avez trouvé qu'il s'agit du Premier ministre du Népal qui a rencontré Ben Gurion en 1960. Ça fait donc, je note, donc 1,5 pour Michael Blum, ouais, et 1,5 pour Elie. Est-ce que c'est bien ça? Absolument. C'est bien ça pour l'instant, je sais pas. Alors Elie, je te sens un peu palo. Hein. Je vais demander, j'ai peut-être quelqu'un au téléphone. On va peut-être un peu corser cette finale. On a proposé une coupe au gagnant. Et je me suis dit qu'on allait la corser. On va peut-être proposer quelque chose. Est-ce que j'ai mon pote au téléphone? Est-ce qu'il est là? Salut Kiki. Qui est là? Qui est au téléphone? Présente-toi. C'est chef David Berda. C'est le chef David Berda au téléphone, exactement, qu'on a amené spécialement pour cette édition. Et qu'est-ce que tu proposes aux gagnants, le chef David Berda? Alors d'abord, laisse-moi te dire que je suis très très heureux de participer à cette belle finale. J'aurais préféré y participer, bien sûr, en tant que participant, ouais. Mais malheureusement, j'ai dû être éliminé par Michael, qui m'a battu à la régulière, je n'ai rien à dire. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu proposes aux gagnants de cette finale? Vas-y. Alors, comme je sais que c'était vraiment un long chemin pour arriver à cette finale, je propose au gagnant de celui qui va gagner, pas les deux. Attention, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Ouais. Je propose un dîner, un repas gastronomique que j'effectuerai moi-même. D'accord. Et que je serai très heureux d'amener aux gagnants. Voilà, si ça peut les motiver, parce que je t'ai entendu dire que je t'ai trouvé d'accord, un peu palo. Oui, il est un peu palo, Elie, là. Il a changé de couleur, là. Il fallait le dire tout de suite. Ah, c'est ça, voilà, fallait le dire tout de suite. Alors, je sais pas, Elie, qu'est-ce que t'aimes, Elie? Qu'est-ce que t'aimes? C'est pas très important ce qu'il aime, parce que c'est un étivote, c'est trop loin pour David. Ah d'accord, donc oui, exact. Ne t'en fais pas, c'est pas grave, ça, on trouvera une solution. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au menu, chef David Berda, par exemple, dans le repas gastronomique? Alors il faut savoir que chef David Berda, il a cuisiné pour le chef d'État français quand il est venu la dernière fois. Oui, tout à fait, on a vu ta photo défiler, tout à fait, exact. Donc là, à mon avis, ce sera encore un plus grand honneur pour moi de cuisiner ou pour Michael ou pour Elie. D'accord. Mais j'avais dans la tête de leur cuisiner aussi en entrée un petit
carpaccio aux agrumes. Un truc assez délicieux qu'on avait effectué et donc voilà, d'accord, donc ça pourra, par exemple, d'accord, j'ai compris. Et en plat principal, à mon avis, un beau magret de canard avec une sauce comme ça un peu sucrée. Ouh là, le avec des Eli, là, pommes de regarde terre là. aussi. Michael aussi, là, ils sont contents. D'accord, très bien. Et écoute, ma chef David, je te remercie. Voilà, donc chef David Berda, il ajoute du piment. Attends, et le dessert, c'est quoi le dessert? Ah, le dessert, c'est toujours une surprise. Faut jamais dévoiler les surprises. Jamais dévoiler le dessert. Voilà, dessert surprise. Donc, je remercie le chef David Berda pour cette intervention dans cette grande finale qui donc va nous la pimenter, j'ai envie de dire, puisque maintenant, il n'y a pas que la coupe à gagner, il y a donc un repas gastronomique pour 2 personnes par le chef David Berda. Voilà, salut David, merci beaucoup pour ton intervention. Salut, bonne chance à tous les deux. Et nous, on va directement à la question numéro 3. Alors la question numéro 3, est-ce que c'est Eli qui va revenir ou est-ce que c'est Michael qui va prendre le large? On va tout de suite savoir ça. Qui est cet habitant de Jérusalem qui a été le premier juif dont on sait qu'il s'habille en bleu et blanc suite à une victoire sur ses ennemis? Alors c'est qui ce monsieur? Un catcheur, un boxeur. Non, c'est pas lui. C'est un sportif. Non. C'est une victoire dans un milieu artistique. Non. Alors, dans le milieu scientifique. C'est pas dans les milieux scientifiques. Ouh là là, vous êtes très très loin là. C'est beaucoup plus simple. Hein. Vous le connaissez les deux, mais j'ai pas envie de dire vous connaissez que lui, mais presque que lui quoi. Mais il s'est habillé en bleu et blanc. Ah ouais. Ah oui, il s'habille toujours en bleu et blanc. Ah ou bah juste une fois on a une preuve écrite qui s'est habillé en bleu et blanc. Juste pour cette fois-là, c'est à l'occasion de quelque chose de spécial. Il a eu une victoire sur ses ennemis et il y a écrit qu'il s'est habillé en bleu et blanc. Militaire, c'est un militaire? C'est pas un militaire, non. C'est dans le Tanakh. Alors, une question, c'est dans le Tanakh. Oui, monsieur. C'est dans le Tanakh. Alors, c'est qui? L'époque de David? Non, c'est un habitant de Jérusalem qui donc s'est habillé en bleu et blanc. C'est écrit noir sur blanc. L'époque des pères ou l'époque des rois? L'époque des rois? C'est après. Après l'époque des rois? Oui, monsieur. L'époque du retour d'Ezra? Daniel. C'est pas Daniel, non. Néhémia. C'est pas Néhémia non plus. Zerubbabel? Non. Est-ce que c'est l'époque du retour de Je peux vous certifier que n'importe quel webtateur ou webtateuse peut donner la réponse. Tous les gens qui nous écoutent peuvent donner la réponse. Alors c'est l'époque du retour du Shirat Zion, du retour en Israël? C'est après. Je pense que c'est après. Mordechai. C'est Mordechai à Yehudi. Bonne réponse de Michael Blum, exactement, qui prend le large dans cette finale et qui amène le score à 2,5 à 1,5, exactement. Et il va falloir que tu cravaches. En tout cas, regardez exactement, vous allez voir les psukim qui vont apparaître. On est donc dans la Megillat Esther, le Perek Bet, les psukim Hevav, dans le chapitre 2, versets 5 et 6. Regardez bien. Ish Yehudi aya beshushan abira ushmo Mordechai ben Yer ben Kishi Shemini, donc on présente donc Mordechai Asher Ogla Mirushalayim, ça veut dire que Mordechai il a été exilé donc à Shushan, à Suse depuis Jérusalem, donc c'était un habitant d'Yerushalayim comme je vous l'ai écrit. Et plus tard dans la Megillah, on se retrouve au chapitre 8 verset 15 Perek Ret pasuk Tetvav, où Mordechai yatsa milifnei hamelech bilvush malchut Techelet Vachour va Teret Zav Gedola. Et Techelet Vachour, Techelet c'est du bleu azur, ça pour ça il n'y a pas de problème. Mais Chour, il faut savoir que c'est du blanc, donc il était en bleu et blanc. Par exemple, on a le Malbim qui nous dit que Chouri a Pishtim à Lavan Beyoter. Veulai hu amin anikra beashkenaz bivelma, je sais pas trouvé exactement chez Gadal Bimsrem, etc. En tout cas, min meshubar shelbad que cholaniri kutna levana au pishtan lavan. Voilà, vous avez exactement, je vous ai trouvé un tableau. J'ai cherché la vérité de savoir si quelqu'un a représenté Mordechai en bleu et blanc. Et ben j'ai trouvé en régie. Mordechai il a été représenté en bleu et blanc par le peintre français Jean Restou. En 1753, voilà, exactement, vous le voyez. Il y a plein de représentants de Mordechai Yehudi. On voit des dessins de Mordechai Yehudi qui sont faits même dans des BD ou dans ce qu'on représente pour Purim. Mais jamais on le voit en bleu-blanc. Et pourtant, quand il est sur le cheval, d'après le texte, il est en bleu-blanc. Et moi, en tout cas, le seul gravure que j'ai trouvé, en tout cas une gravure autorisée, c'est cette gravure de ce peintre, peinte en 1753, où on voit ici que Mordechai est représenté en bleu et blanc. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette troisième question. Eli, c'est pas perdu, hein.
Ça fait, donc Non. on a dit 2,5 à 1,5. On a fait donc 3 questions, on est d'accord. Il en reste 4. C'est pas perdu. Elie, tu peux remonter. Mickaël, il est toujours concentré, mais j'ai envie de dire et fermé comme une noix, prête à éclater. Je sais pas si la métaphore est bonne, mais en tout cas, on va aller à la 4e question. Elle a fait péter. Alors, 4e question de cette émission, c'est donc une question blitz. Hein. Vous connaissez le principe. Aussi, les webtateurs et les webtateuses connaissent parfaitement le principe de cette question, puisque je vais vous donner des bribes d'informations sur une personnalité du monde juif ultra connue. D'accord ? Les deux, vous la connaissez. Ultra connue, aucun problème. Vous devrez donc, le premier qui me donne la bonne réponse, je m'arrête et il marque le point, tout simplement. Est-ce qu'on est prêt ? Alors attention, je rappelle que pour la personnalité, je vais dire elle, mais il peut s'agir d'un homme ou d'une femme. On est d'accord ? Oui. On est d'accord. Alors attention, Régie, 3, 2, 1, c'est parti. Elle naît un 24 octobre en Italie. Son père s'appelle Joseph et sa mère Rachel. Un de ses prénoms est Chaim. Sa femme, Judith Baron-Cohen, est d'origine allemande. Sacha Baron Cohen. Luzzato. Elle exerce d'abord le métier de courtier. Puis elle fonde une société qui fournit du gaz pour l'éclairage. Elle est nommée shérif de la cité d'une grande ville européenne. Elle traverse le désert de l'Atlas pour s'entretenir avec Mohamed IV. Montefiore. Montefiore, bonne réponse du grand rabbin Eli Kling. Qui pousse, le grand rabbin Eli Kling, tout à fait. Et exactement, il pousse pour revenir au score et il revient puisque ça fait maintenant 2,5 à 1,5 exactement. Ma foi, un match qui redevient très serré, j'ai envie de dire. Je vais vous finir les autres bribes d'informations que j'avais prévues. Elle est mentionnée, donc s'il s'agit exactement, comme vous l'avez tous entendu, de Sir Moses Montefiore. Elle est mentionnée donc dans le journal, il est mentionné donc dans le journal de Charles Dickens. Un shochet personnel l'accompagne dans tous ses déplacements. Un blason que vous allez voir aussi dans les images qui vont défiler représente un lion et un cerf. On peut aussi y lire sa devise « Pense et remercie » ou en anglais « Think and thank ». Et donc, elle a créé le quartier juif de Mishkenot Sha'ananim à Yerushalayim. Voilà, bien sûr, question, puisqu'on est Yom Yerushalayim, bien connu pour son moulin. Vous avez donc pu apercevoir Sir Moses Montefiore jeune, puis ses armoiries. Et enfin, la dernière photo quand il avait 97 ans. Voilà, puisqu'on est Yom Yerushalayim, Sir Moses Montefiore. Bien sûr, je ne vous ai pas donné les infos connues. Hein. J'ai été chercher un peu autre chose. J'ai aussi volontairement pas donné la date de naissance, l'année de naissance, parce que sinon ça vous aurait trop sur la voie. Mais en tout cas, vous avez, Elie, tu as trouvé parfaitement, avant la fin, la réponse à cette question. Et donc, tu te rapproches de Michael Blum. Ça fait donc 2,5 à 1,5. On va à la 5e question, exact. Alors, 5e question, il reste 3. La 5, la 6 et la 7. Donc, il y a encore 3 points à prendre dans ce match très, très serré entre le grand rabbin Eli Kling, qui est à 1,5 point, et Michael Blum, qui est à 2,5. La question est la suivante. Quel est le point commun entre Arnould de Vuez, François Sodar et Gustave Boyerfeind qui les relie à Jérusalem, puisqu'aujourd'hui c'est Yom Yerushalayim. Ces 3 personnes ont un point commun qui les relie à Yerushalayim. C'est quoi ? Ils ont une rue à Jérusalem. Non. Qui sont à leur nom. Je t'ai pas entendu. Elie ? Ils ont acheté des maisons. Il y a des maisons qui sont à leur nom. Non, pas de maison qui sont à leur nom. De Jérusalem. Non, pas du tout. Ils ont donné de l'argent pour développer Jérusalem. C'est pas des donateurs. C'est les premiers habitants. Ils ont écrit à Jérusalem. Des Chomot. Non plus. Ils ont écrit sur Jérusalem. Ils n'ont pas écrit sur Jérusalem. Ils ont écrit à Jérusalem. C'est des écrivains qui ont écrit des livres à Jérusalem. Non, c'est pas des écrivains. Des artistes qui ont peint Jérusalem. C'est des artistes qui ont peint Jérusalem. Bonne réponse de Michael Blum, exactement, qui reprend le large. Exactement, je pense qu'on a Elie avec un délai, si on peut voir en régie, si on peut arranger. En tout cas, et moi j'ai entendu que c'est Michael qui a donné la bonne réponse, on va tout de suite me le confirmer. Ce sont des peintres qui ont peint Jérusalem. Arnould de Vuez est un peintre originaire de la Flandre, né à Saint-Omer en 1644 et mort à Lille en 1720. C'était il y a un peu plus de New York. J'avais déjà posé cette question en fait. C'était une question qu'on avait déjà posée, que j'avais reformulée un peu pour la finale. Voilà, et donc j'avais dit il y a un peu plus d'un an que c'est le New York Times qui avait dévoilé qu'en 2018, les dirigeants de la marque Oscar de la Renta
louent un grand espace pour y installer leur boutique 4 rue de Marignan dans le 8e arrondissement de Paris. Alors que des travaux d'aménagement battaient leur plein, les ouvriers découvrent cachée derrière un mur une peinture à l'huile de 3 mètres sur 6. D'après les études menées par le Centre d'analyse et de recherche d'art et archéologie, il s'agirait d'un tableau d'Arnould de Vuès peint en 1674 qui représente Charles-Marie-François Ollier, marquis de Nointel, ambassadeur à Constantinople de Louis XIV, avec son escorte devant Jérusalem. On y voit distinctement les remparts, etc. Et donc, en fait, on suppose que la toile était cachée pendant la Seconde Guerre mondiale, l'hôtel particulier ayant appartenu en 1850 au banquier Mosselmann. Voilà, donc ils ont trouvé donc ce tableau que je crois est resté dans le magasin. Hein. Et voilà, je vous avais aussi ramené vous avez aussi pu voir une des peintures du Kotel représentée par Gustave Boyerfeind. En tout cas, c'est exact, ce sont des 3 peintres qui ont peint Jérusalem. Voilà, Élie, est-ce que tu m'entends maintenant ? Est-ce qu'on a Élie Kling ? Est-ce qu'il m'entend ? Moi, je t'entends. Ok, d'accord. Alors, tu m'entends. Tu l'avais pas dit peintre, on est d'accord ? Non, j'ai pas dit peintre. Tu n'avais pas dit peintre, d'accord, c'est très bien. Donc ça fait 3,5 pour Michael et 1,5 pour Élie. Il reste 2 questions. Donc Élie, tu peux égaliser encore. Tu peux égaliser. Après, je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas de prévu de questions timer. Il va falloir que... Attends, 2 minutes. Si on égalise, ouais. Le gazpacho, comment ça se passe ? On va devoir le manger à 2, tous les 2. Ah, tu dis si égalise, on fait, c'est les 2 qui ont gagné, comme chez Jacques Martin, tu dis. Comme chez Jacques Martin. Tu dis si t'égalises, les 2 ont gagné. On aura 2 gagnants. On se fait un resto ensemble alors. Voilà. D'accord, et tu sais quoi, pourquoi pas, on fera ça alors, il n'y a pas de problème. Si tu égalises, il faut que tu marques Élie les 2 prochains points. Donc le suspense est à son comble dans cette émission. Et donc on va à la question numéro 6. Alors attention pour la question numéro 6, elle est la suivante, écoutez-moi bien. Quel concours remporte Eliyahu Koren, le premier Adar 5710 en rapport avec Jérusalem ? Il remporte le concours de quoi ? Eliyahu Koren. Du symbole de celui qui va symboliser la ville de Jérusalem. Celui qui va symboliser la ville de Jérusalem. Bonne réponse du grand rabbin Eli Kling qui m'envoie la réponse d'entrée. Tout à fait, et qui revient à 3,5 à 2,5 points dans ce match. Exactement. Tout à fait, c'est la proposition du blason des armoiries, le Semel de Jérusalem, qui va être retenu. Le blason de Jérusalem est choisi le 20 février 1950, suite à un concours remporté par Eliyahu Koren, fondateur et directeur du département graphique du Fonds national juif. Il est publié au journal officiel le 13 novembre 1958. Le lion en posture rampante, dressé sur ses pattes arrière, représente le lion de Yehuda. L'arrière-plan représente le mur des lamentations et les branches d'olivier représentent la paix. L'inscription du 6 mai est le mot Jérusalem en langue hébreu, Yerushalayim. Peu de temps après la fondation de l'État d'Israël en 1948, Gershon Agron, maire de Jérusalem-Ouest, demanda à Eliyahu Koren de créer un emblème pour la ville. Cela donna lieu à un concours de design parmi tous les graphistes du pays. Les exigences étaient que l'emblème devait inclure le Kotel, dit mur des lamentations, le lion de Yehuda et le rameau d'olivier. Eliyahu Koren est également le créateur des éditions qui portent son nom. En tout cas, exactement, Élie, tu me donnes la bonne réponse à la volée. Ça fait 3,5 à 2,5. On se rapproche. La dernière question, Élie, tu dois, et si tu veux égaliser, c'est maintenant ou jamais. Allez, on va à la 7e. Alors, 7e et dernière question de cette grande finale de Yom Yerushalayim des Têtes de Sion 2020 5780. On est à 3,5 points pour Michael Blum et 2,5 points pour le grand rabbin Eli Kling qui remonte et qui va devoir donc égaliser, au moins égaliser pour espérer être le vainqueur puisqu'ils ont convenu entre eux que si Eli égalise, on aura 2 gagnants. Bien sûr, je ne suis pas du tout contre. Donc attention, la question est la suivante. Je vais demander en régie d'envoyer la photo et vous allez me dire qui est ce monsieur. Qui est ce monsieur ? C'est aussi simple. Il faut qu'on dise le nom ou qu'on dise le titre ? Non, le nom, si vous savez le nom. Alors c'est mieux, le titre pour moi ça suffit, bien sûr. Maire de Jérusalem. Alors attention, j'entends pas. Maire de Jérusalem. C'est le premier maire de Jérusalem, exactement, c'est lui. Alors je sais pas en régie, vous allez me dire après qui l'a dit en premier. Qui a dit premier maire de Jérusalem ? C'est Élie. Toi tu as dit maire de Jérusalem. Et Élie, tu as dit premier maire de Jérusalem, c'est ça ?
Et si on dit le non, on gagne un demi-point en plus. Ah, si on dit le non. En tout cas, alors donc c'est Eli qui a dit premier maire de Jérusalem. On est d'accord ? Ouais, d'accord. Donc on va dire que Eli légalise. Donc effectivement, tu sais quoi ? Tu as son nom ? Non. Ça peut-être Shlomo Zalman Shragai. Non, c'est pas lui. Donc t'as pas son nom, donc t'as pas de demi-point. Donc c'est Eli. C'était pour offrir la victoire à Eli. C'est Eli, ouais, d'accord, exactement, c'est Eli. Alors je vais vous dire comment il s'appelle. Il s'appelle Daniel Oster. Voilà, exactement. Oui, on avait parlé de Gershon Agron qui lui a succédé, exactement. Daniel Oster est un homme politique israélien. Il naît le 7 mai. Tu peux remontrer sa photo en régie. 1893 à Kinin en Galicie et meurt le 15 janvier 1962. Oster est à 3 reprises maire de Jérusalem entre 1937 et 1938, entre 1944 et 1945, alors que Jérusalem est sous mandat britannique, et entre 1949 et 1950, où il devient alors le premier maire de Jérusalem après l'indépendance d'Israël. Après des études de droit à l'université de Vienne, il fait son allié en 1914. Il est enrôlé pendant la Première Guerre mondiale au quartier général du corps expéditionnaire autrichien à Damas et aide Arthur Ruppin à envoyer de l'aide financière au Yishuv. Après la guerre en 1919, Oster devient donc secrétaire du département juridique de la commission sioniste à Jérusalem. Il travaille comme avocat et est considéré comme l'un des meilleurs de la ville. Il se prononce contre l'internationalisation de Jérusalem et s'en explique devant l'Organisation des Nations Unies en 1947. Quelques mois plus tard, il fera partie des signataires de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Voilà, donc ça fait... Donc si Eli a égalisé, et vraiment on l'a pas vu comme ça. Moi je pensais qu'il irait au bout. Ils ont décidé donc comme un accord que ça fait 3,5 à 3,5, donc dans cette finale qui a été très relevée. Kiki. Non, j'ai plus de questions, mais comme vous avez été d'accord que les deux ont gagné, c'est un match nul, moi j'ai aucun problème avec ça. On verra avec le chef David Berda si l'un de vous, donc la coupe, je sais pas comment vous allez vous partager la coupe. Je propose qu'on donne la coupe à Michael et la bouffe à moi. Et la bouffe à Eli, hein. Je sais pas s'il va être d'accord, Michael Blum, de prendre que la coupe et quoi côté. En tout cas, je voudrais quand même vous remercier à Eli, voilà, qui a participé dans ce tournoi à plusieurs émissions et qui a participé à beaucoup d'autres émissions aussi, à Michael aussi, aux 2 finalistes de cette émission. Donc je remercie aussi tous les candidats qui ont participé à ce tournoi. Je remercie Chichi qui a produit cette émission et qui a produit toutes les émissions du tournoi, qui produit cette émission déjà depuis plusieurs mois. Je remercie en régie mon ami Tsouriel, assisté aujourd'hui de Jonathan, un grand Todaraba. Je remercie le chef David Berda qui a eu la gentillesse de sponsoriser cette émission et de proposer aux gagnants un repas gastronomique. Voilà, merci Ali, merci à tous, merci à la programmation de Studio Kalita qui programme cette émission à Yom Yerushalayim, qui a eu la gentillesse de programmer plusieurs émissions pour qu'on arrive justement à la finale. Voilà, je vous retrouve dans des émissions, j'espère, avec tout le monde autour de la table. À bientôt, Yom Yerushalayim Samer, bye, salut Eli. Salut Michael, bye. Samer.